Didier, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est très fiers aujourd'hui d'être le partenaire Platinum de SCC pour leur kick-off, pour ces quelques jours qu'on va passer avec vous. Alors, Dell Technologies SCC, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années, à la fois côté Dell, côté EMC. SCC est le premier partenaire de Dell Technologies en France. D'ailleurs, récemment, ils ont reçu un award du meilleur partenaire européen de Dell Technologies, lié à l'investissement qu'ils ont fait sur l'ensemble de nos solutions et l'alignement aussi complet de nos stratégies. Alors, Dell Technologies, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une très jeune société. C'est une société qui a été créée il y a 18 mois par Michael Dell, suite au rachat de EMC. Cette société, elle a comme objectif d'accompagner nos clients dans l'innovation et la transformation. L'innovation et la transformation autour de 4 piliers majeurs. Un pilier qui est autour de la transformation digitale. Deuxième pilier autour de la transformation de l'IT, transformation des infrastructures pour supporter cette transformation digitale. Un troisième pilier qui est autour de la transformation du poste de travail et de l'ensemble des accès à l'information côté utilisateur. Et enfin, un quatrième pilier très important de la transformation, puisqu'on va le retrouver dans chacune des transformations IT, Digital ou Workspace, c'est la transformation de la sécurité. Comment s'assurer que nos informations, nos data, l'accès aux applications soient sécurisés afin de pouvoir contrôler effectivement ce que nos utilisateurs ont accès. Alors, Dell Technologies, comme je l'ai dit, c'est une société qui a été créée il y a 18 mois et qui regroupe 7 leaders technologiques. 7 leaders technologiques afin de supporter cette stratégie autour de l'innovation et de la transformation. Dell, autour des postes de travail, tout ce qui est directement disponible pour l'utilisateur, le end-user, l'utilisateur final. Dell EMC, toute la partie infrastructure dont on va retrouver bien évidemment la partie serveur, la partie stockage, la partie networking. Une activité aussi qui prend de plus en plus de poids chez Dell Technologies, qui est Pivotal. Pivotal, une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de nos clients pour le développement d'applications agiles en mode cloud native. Ensuite, on va retrouver deux leaders technologiques dans le monde de la sécurité. Comme je l'ai dit, la sécurité est inclue dans toutes les transformations que font nos clients. On va retrouver RSA et SecureWorks. Ensuite, une sixième qui est VirtuStream. Didier, tout à l'heure, a parlé du cloud et effectivement du multi-cloud, de l'hybride cloud. On voit de plus en plus nos clients aller se poser des questions et aller mettre toute une partie de leur informatique, de leur IT dans le cloud, que ce soit un cloud public, que ce soit un cloud privé ou un cloud hybride. On a eu pas mal de retours de nos clients sur des recherches de solutions autour de la gestion d'applications critiques dans le cloud. Et donc on a travaillé depuis des années, suite à notamment l'acquisition d'une société qui s'appelle VirtuStream par EMC. Et on a des solutions aujourd'hui pour travailler dans le cloud avec nos clients sur des applications extrêmement critiques. Et enfin, le 7e leader technologique qui compose Dell Technologies est VMware, leader de la virtualisation, que ce soit la virtualisation du poste de travail, du compute, du network ou du stockage. On voit clairement émerger de plus en plus rapidement une direction all software defined. Quand on regarde le marché et les interlocuteurs que vous allez avoir tout à l'heure vont échanger autour de ça, on voit une vraie transformation de l'usage des clients finaux, mais aussi du socle IT, avec de plus en plus de software, afin d'avoir plus d'agilité, plus de modularité au sein de nos socles techniques pour pouvoir supporter cette fameuse transformation digitale. Mais VMware, c'est aussi toute une approche autour du poste client, basée sur la solution Workspace ONE, afin de permettre, une fois que toute cette transformation digitale a été mise en place, quelque chose qui est très important, qui est la gestion des devices, la gestion des terminaux pour les utilisateurs, mais à la fois sur
les applications auxquelles ils peuvent accéder, mais aussi, bien évidemment, la manière de gérer ces fameux terminaux. Donc, pendant cette journée, on est présent sur le stand Dell Technologies. On a plusieurs dizaines d'experts qui sont là. On a un certain nombre de workshops qui sont prévus. N'hésitez pas à venir nous voir. On est vraiment là pour vous écouter. C'est un kick-off important pour nous parce que c'est toujours une occasion d'aller discuter avec vous, avec nos clients et de pouvoir échanger sur l'IT, sur la transformation, de voir comment on peut travailler ensemble pour vous aider à accélérer votre business. Donc, juste avant d'introduire les prochains participants et la table ronde qui va avoir lieu sur le thème de comment l'innovation peut accroître votre productivité, je vous propose de voir une petite vidéo sur Dell Technologies. What does it take to make digital transformation actually happen? Do you just flip a switch and presto, your business is magically transformed? Not quite. It takes a groundbreaking company like Dell Technologies, a family of 7 technology leaders working behind the scenes to make the impossible reality. For instance, we're helping to give cars the power to read your mind from anywhere. We're helping up to 40% of the nation's donated blood supply to be redirected to the areas and people that need it most. And we're even developing technology to create a whole new vision for the blind. So while you might not see what we're doing is changing the way we all see the world. Magic can't make digital transformation happen, but we can. Let's make it real. Alors j'accueille maintenant sur scène Nicolas Pagnier, Karim Baoul pour une interview de Sergio Werner et de Sébastien Verger, notre CTO Dell Technologies France. Merci beaucoup, bon kick-off. Merci Alexandre, bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique auditorium de la scène musicale. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en live sur YouTube. Je me présente, je m'appelle Nicolas Pagnier, je suis journaliste économique, je suis notamment chargé de questions innovation, ce qui me donne une culture des transformations numériques que peuvent connaître les différentes entreprises. Je travaille également dans une start-up qui édite une solution SaaS qui permet aux entreprises de créer leurs vidéos. Autant de casquettes qui me permettent de comprendre quelles sont les grandes mutations au sein des entreprises aujourd'hui. Ce matin vont s'enchaîner plusieurs tables rondes avec des experts de l'IT dans le cadre du Kick-Off SCC 2018, un kick-off qui a pour thème Game Changer. Parce que oui, les entreprises évoluent, les attentes de leurs clients évoluent, les attentes de leurs collaborateurs, je n'en parle pas, et notamment sur les questions IT. Un IT qui se transforme, un IT qui s'adapte, un IT qui évolue pour rebattre les cartes et fixer de nouvelles règles du jeu. Un IT qui était considéré hier comme un simple maillon d'une chaîne de valeur et qui devient aujourd'hui un game changer, à savoir un élément qui va faire la différence dans la stratégie de vos entreprises ou de vos organisations. Mais alors on peut se poser plusieurs questions, comment ou pourquoi? On va vous apporter tout de suite un début de réponse avec donc cette première plénière proposée par Dell EMC, comment l'innovation fait accroître votre productivité. Pour cela, nous avons la chance d'avoir 3 experts à nos côtés. Sébastien Verger, Chief Technical Officer chez Dell EMC. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. À vos côtés, Sergio Werner, directeur stratégie innovation chez SCC France. Bonjour. Et Karim Baoul, Research and Consulting Director, avec mon bel accent anglais, chez IDC. Bonjour à tous. On va donc essayer de comprendre pendant 45 minutes à peu près comment l'innovation accroît votre productivité, donc la vôtre, mais bien évidemment celle de votre entreprise. N'hésitez pas à poser vos questions durant toute cette première table ronde sur l'application Slido avec le hashtag KOSCC18 pour Kickoff SCC 2018. Vos questions arriveront directement sur ces écrans. Vous aurez la possibilité de voter pour les meilleures questions et nous pourrons poser à la fin ces questions aux intervenants. Tout de suite, je vous propose de commencer avec Karim. Karim, vous êtes venu avec des chiffres, avec des tendances, avec l'expertise IDC sur la question de l'innovation. Première question, Karim, dans quelle mesure le numérique représente un vecteur d'innovation pour l'entreprise? Alors oui, je suis venu avec quelques chiffres. L'objectif d'IDC, justement, c'est de regarder ce qui se passe un petit peu sur les marchés, au niveau mondial, européen et aussi au niveau français.
et d'évaluer un peu quelles sont les attentes ou les besoins des entreprises. Là, on parle de transformation numérique. Alors, il y a quelques indicateurs qui sont peut-être importants à avoir en tête, ce que représente aujourd'hui ce sujet qu'est la transformation numérique, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour changer, faire évoluer les entreprises. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20% de la dépense informatique des entreprises et des administrations en France consacrée à ce sujet de transformation numérique. Donc un premier indicateur qui montre que c'est, on va dire, un peu plus de 10 milliards d'euros investis chaque année dans ce sujet qu'est la transformation numérique. Et ce qu'on a pu observer au cours des quelques dernières années, c'est qu'il y a eu un changement de motivation qui pousse les entreprises à investir ce champ de la transformation numérique. On avait, si on prend l'année 2017, on avait fait une enquête sur le sujet, on avait les 3/4 des entreprises qui nous disaient « Oui, pour moi, c'est une priorité, cette transformation numérique, c'est une priorité, j'investis dans cette transformation numérique ». Et le vecteur premier d'investissement, la priorité, ce qui les poussait à investir, c'était la volonté d'améliorer leur efficacité opérationnelle pour près de 60% des entreprises. Donc, grâce à la transformation numérique, je vais améliorer mon efficacité opérationnelle. Et on fait cette même étude là en 2018, et on voit que, cette priorité sur la transformation numérique, elle se renforce. C'est 89% des entreprises, et non plus 76, qui disent « c'est inscrit dans mon plan de développement, dans mes budgets, j'investis dans la transformation numérique ». Et deux, il y a un changement de priorité dans cette transformation numérique. C'est plus uniquement l'efficacité opérationnelle, mais c'est aussi l'évolution de leur modèle économique, du modèle économique de l'entreprise. Donc on voit qu'on a une espèce de changement de paradigme. Quand on regarde d'ailleurs les différents secteurs d'activité, on voit bien qu'on a cette évolution et ce changement de paradigme, ne serait-ce que dans l'industrie. On voit par exemple qu'il y a un vrai sujet autour de la servicisation, c'est-à-dire le fait que les industriels se transforment en sociétés qui génèrent une partie importante de leurs revenus sur le service. On prend l'exemple de Rolls-Royce, qui est un fabricant, un industriel qui construit des moteurs, notamment. Aujourd'hui, la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé sur les services. Ils ne vendent plus uniquement le moteur d'avion tel quel, ils vendent le service associé, la disponibilité des heures de vol ou des heures de fonctionnement, de disponibilité du moteur. Donc ça nécessite... Il y a une vraie prise de conscience en fait des entreprises, du coup, de non pas simplement se transformer pour se transformer, mais d'aller chercher de nouveaux business, proposer de nouveaux services et transformer même son business model en fait. Transformer son business model. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait l'habitude de dire que cette transformation numérique, elle était poussée, portée par le fait qu'on avait des disrupteurs qui arrivaient sur le marché, des Netflix, Airbnb, etc., qui arrivaient sur le marché et qui obligeaient les entreprises à innover et à se transformer. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Il y a toujours ces disrupteurs, bien sûr, qui le sont d'ailleurs parfois de moins en moins, mais il y a surtout un environnement concurrentiel des entreprises traditionnelles qui elles-mêmes ont déjà investi dans cette transformation. Donc l'écosystème, les concurrents doivent investir, non pas parce qu'ils sont disruptés par des nouveaux entrants, mais parce que les entreprises traditionnelles continuent à investir dans cette transformation. Et alors justement, les entreprises donc, vont vers cette transformation, donc ont intégré la nécessité d'innover. Pour autant, est-ce que c'est facile? Est-ce que les entreprises rencontrent des contraintes quand il s'agit de matérialiser cette innovation? Alors non, c'est pas facile. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette transformation, elle a, on va dire, deux vecteurs qui sont majeurs. C'est le logiciel qui devient quelque chose de très central lorsque l'entreprise veut se transformer grâce au numérique, le logiciel et les données. Donc c'est les deux sujets, effectivement, qui sont des sujets clés lorsque l'entreprise se transforme. On a fait une étude il y a 3 ans qui montrait qu'on avait 50% des projets liés au logiciel, applicatifs ou autres, logiciels, qui étaient des échecs. Alors des échecs, je précise, des échecs, ça veut dire juste des projets qui n'ont pas été délivrés en temps et en heure, qui n'ont pas respecté précisément le cahier des charges ou qui ont dépassé les budgets. 50% il y a 3 ans. On fait cette même étude aujourd'hui, c'est 58%. Donc 58% des projets sont des encore projets... plus d'échecs qu'avant? Voilà, sont des projets Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye plus ou qu'on ne sait plus tellement ce qu'on veut? Ça veut dire que, on essaye plus. Ça veut dire que l'intensité d'innovation ou de développement logiciel est très très importante. On a 56% des entreprises qui nous disent, dans les 2 prochaines années, je vais au moins doubler mes déploiements applicatifs mensuels. Donc il y a un changement qui est extrêmement important, une volonté de changer qui est extrêmement importante. Et paradoxalement, cette volonté de changer, ça a aussi des conséquences sur la manière de proposer cet environnement logiciel. Ça veut dire qu'il faut effectivement évoluer aussi dans les process de l'entreprise.
Donc c'est ça ce que doivent faire justement les entreprises, c'est-à-dire qu'elles veulent plus innover, du coup elles créent plus de projets, du coup il y a forcément plus d'échecs, mais j'ai envie de dire c'est quelque chose de naturel, et du coup des bonnes pratiques que les entreprises pourraient mettre en place dans leur process. C'est à la fois quelque chose de naturel, mais c'est aussi quelque chose qui est pas tolérable, entre guillemets, lorsqu'on est dans une économie où l'expérience utilisateur devient quelque chose de crucial. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement que l'entreprise mette en place les bons process. Il y a effectivement des sujets qui sont des sujets extrêmement importants aujourd'hui pour les entreprises. Par exemple, le fait de mettre en place des initiatives autour de DevOps. C'est un levier qui va permettre à l'entreprise d'améliorer, d'automatiser, d'améliorer sa capacité à mettre en œuvre, déployer ces environnements logiciels. Donc c'est un vrai vecteur ici d'innovation. On peut prendre un exemple, SNCF.com, c'est 230 mises en production par an de changements et de nouveaux logiciels, par exemple. de nouvelles fonctionnalités. Donc on voit effectivement que c'est un élément extrêmement important. Alors du coup, on met en place DevOps parce qu'il y a d'autres solutions technologiques, des architectures qui permettent notamment de répondre à ces enjeux ou d'accélérer l'innovation. Parce que si je comprends bien du coup, on essaye plus, on échoue plus, mais on n'a pas le droit à l'échec. Du coup, il faut trouver une organisation qui fait qu'on se plante le moins longtemps possible pour toujours avec en tête cette idée de l'expérience utilisateur. L'idée de l'expérience utilisateur et puis l'idée de la capacité à tester l'innovation, la capacité à réduire le risque. Réduire l'échec, c'est avoir des environnements qui soient hyper agiles, qui soient moins impactants en termes de coûts lorsqu'on va déployer cette innovation. Donc on a ici un vrai sujet autour de l'agilité, la réduction ou la maîtrise des risques et donc la mise en place d'architectures, d'infrastructures qui soient elles-mêmes suffisamment flexibles et suffisamment adaptables pour assumer ce risque-là. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on parle d'innovation avec les entreprises, on pense technologie, mais en définitive, lorsqu'on leur pose la question de c'est quoi la difficulté associée à l'innovation, l'aspect technologique n'est pas le premier sujet qui vient à l'esprit des entreprises. Le premier sujet, c'est la conduite du changement, les compétences, la culture d'entreprise. C'est pas juste un nouvel outil, en fait, c'est vraiment une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon d'intégrer des logiciels, de réfléchir à d'autres projets ou d'intégrer des process. La technologie est primordiale, mais en définitive, cette transformation numérique va bien au-delà de cet investissement technologique dont j'ai parlé au début. Alors on va maintenant se retourner vers Sergio Werner et Sébastien Verger. Juste avant de monter sur scène, on avait cette petite discussion, est-ce qu'on parle ou non, est-ce qu'on en parle, est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Je parle notamment de cette fameuse loi de Moore qui régit du coup l'innovation. On a décidé d'en parler. Du coup, je me retourne vers vous. Sébastien, que nous dit la loi de Moore en termes d'innovation? Alors, un petit rappel sur ce qu'est effectivement la loi de Moore. Donc, la loi de Moore a été posée par Monsieur Moore, l'un des fondateurs d'Intel. Et très concrètement, alors le rythme de la loi de Moore a changé. Aujourd'hui, on en est à l'innovation qui, sur les technologies qui sont celles qu'on retrouve présentes dans le data center, c'est-à-dire les processeurs pour la partie compute, le stockage et le réseau, eh bien, on a des technologies qui prennent un incrément d'un facteur 10 tous les 5 ans. Donc ça s'accélère, tous les 5 ans, j'ai une accélération d'un facteur 10. Alors, il faut bien le dire comme ça, c'est bien, il faut toujours se projeter. C'est-à-dire que tous les 5 ans, c'est un facteur 10. Donc, dans 15 ans, on aura fait x10, x10, x10. Alors, on fait un peu de maths. Bon, il est le matin, ça fait pas x30, ça fait x1000. Donc en 15 ans, on prend un incrément d'un facteur 1000 sur finalement la puissance qui est disponible aujourd'hui. Alors, on se projette, il faut aussi regarder dans le rétroviseur. Quand on regarde, alors il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant, mais quand on regarde les technologies avec lesquelles on est allé sur la Lune, les astronautes avaient encore des règles à calcul. Je ne sais pas qui dans la salle sait encore se servir d'une règle à calcul. Sergio, du coup, donc une accélération de cette loi de Moore, beaucoup plus d'innovation, ça se traduit comment? C'est quoi? C'est plus de performance du coup? Ça se traduit effectivement par beaucoup plus de performance, et je pense que ce qui est important de souligner, c'est sur toute la chaîne, parce que la loi de Moore, elle a été posée initialement sur la question de computing, de processeurs, et c'est qu'on voit aujourd'hui, c'est une évolution. Je vous invite à mettre peut-être votre micro un petit peu plus près. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'évolution de la performance, la multiplication par facteur de 10, et se passe sur l'ensemble de la chaîne de data center. Ça se passe sur le compute, mais ça se passe aussi sur le stockage, sur le réseau, etc.
Ça veut dire que l'infrastructure elle-même, elle permet beaucoup plus de flexibilité et une capacité d'abstraction qui aujourd'hui est exploitée sur toute la tendance software defined, hein, qui a été mentionné tout à l'heure, qui a un champion qui c'est VMware, qui est cette tendance de faire abstraction de cette infrastructure extrêmement puissante, extrêmement agile, et qui permet d'arriver à des niveaux d'automatisation et d'agilité très importants. Donc on va avoir un niveau d'abstraction qui va augmenter sur les data centers. Alors justement, ce niveau d'abstraction, est-ce que vous pouvez le définir? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a data center, mais on n'a plus de data center? Ça va dire, les data centers existent toujours, l'infrastructure est là, il faut que quand même tout tourne sur quelque chose. Il faut quand même des machines qui tournent. Exactement. Et à la fin, il y a toujours un processeur, il y a un stockage qui tourne quelque part. Mais la question, c'est qu'il faut qu'on pilote. On a tellement de possibilités, on a tellement de performances qu'on peut les piloter de façon programmatique avec des gains de productivité. Pour revenir au thème de la discussion, on va avoir, par exemple, si on parle de productivité chiffrée, un taux de nombre de VM par administrateur qui va se multiplier par 10 ou 15. On va avoir une optimisation opérationnelle importante. La deuxième chose, c'est que le pilotage par API va permettre un niveau d'automatisation, un niveau d'agilité qui va permettre à faire toute cette expérimentation qu'on a mentionnée. L'innovation, elle parle d'expérimentation. Les sociétés veulent expérimenter avec de nouvelles applications, de nouvelles approches. L'automatisation et l'abstraction en software vont permettre d'arriver à ça. Donc c'est vraiment cette automatisation qui va créer plus de productivité. Pour l'instant, on est au niveau du data center. Qui va créer plus de productivité dans ce data center. Exactement, ça va permettre en fait de déployer cette multiplication par 1000. Voilà. Du coup, est-ce qu'il existe aujourd'hui toujours qu'un seul data center ou on va vers plusieurs data centers? Parce que là, on parle du data center de manière générale. On se dit que du coup, les entreprises ont toujours toutes le même dans leurs locaux, ou même pas forcément. C'est toujours une réalité aujourd'hui? Non, on a aujourd'hui bien sûr plusieurs data centers. On a d'abord un ou plusieurs data centers qui répondent aux besoins internes de l'entreprise. On trouve aussi une utilisation des technologies cloud, donc qui elles-mêmes sont présentes dans les data centers, parce qu'effectivement, comme on l'a souligné, mais quand bien même on utilise du cloud, il faut bien que ça réside quelque part, donc ça réside dans un data center qui simplement est à l'extérieur de l'entreprise. Et puis il y a aujourd'hui un sujet intermédiaire pour cette puissance de calcul ou autre, et typiquement quand on parle de l'IoT, hein, donc de l'ensemble des objets connectés. Donc on parle de l'IoT, c'est ce qu'on appelle le edge, là où se trouvent les capteurs. On a le data center qui est à l'extrême opposé. Et puis aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir quelque chose entre les deux. Je suis dans un véhicule autonome, je roule sur une route. Les capteurs détectent qu'un animal passe devant la voiture. S'il faut qu'ils envoient à l'autre bout de la planète cette information pour qu'elle soit processée dans un data center pour revenir dans la voiture, donc faire 2 fois le tour de la planète, hein, une fois pour y aller, une fois pour revenir, pour dire il faut freiner, ça fait longtemps que le pauvre animal est sous la voiture. Donc on voit bien, voilà, on voit bien une nécessité, et c'est ce qu'aujourd'hui sur le marché on appelle le edge, d'avoir cette capacité de calcul et d'intégration au plus proche des capteurs. C'est pas vraiment un data center, mais c'est un redéploiement au plus proche des capteurs pour pouvoir avoir de l'interaction qui le plus souvent est une décision qui est prise par la machine. Donc on est vraiment au niveau du machine learning, si on veut citer quelques termes d'innovation sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Alors on verra peut-être sur le machine learning, effectivement. Si je comprends bien, du coup, on a un data center avec plusieurs fonctionnalités, et ensuite il y a plusieurs couches, ou en tout cas plusieurs éléments de la chaîne de valeur. Je me permets un petit parallèle avec la voiture. Du coup, aujourd'hui, j'achète mon data center en entreprise comme j'achète ma voiture le week-end? Alors c'est une vraie tendance, c'est aussi une vraie demande. Finalement, quand on regarde, et Karim l'a évoqué tout à l'heure, dans les demandes ou les reproches qui sont faits aux grandes DSI, l'un des reproches les plus courants, c'est alors évidemment d'être trop cher. J'appelle ça la respiration, on est toujours trop cher, c'est le truc naturel. Et le deuxième, c'est effectivement de manquer d'agilité. Manquer d'agilité, aujourd'hui, l'une des réponses que nous permettent les technologies, c'est de fournir des systèmes qui sont intégrés, prêts à l'emploi, qui comprennent la plupart du temps leur serveur, le réseau, le stockage. Ça fait opposition et ça s'oppose au modèle qui était en place jusqu'à maintenant, où je faisais ce qu'on appelle du best of breed. Donc je choisissais ce qui me paraissait être le meilleur serveur, alors pas forcément le plus performant, mais le plus cohérent avec mon besoin, le meilleur réseau, le meilleur stockage. Alors après avoir évalué et choisi mes fournisseurs, ce qui prend du temps, ce qui prend de l'argent, eh bien le tout arrive en ordre dispersé et il est temps de monter la solution qui finit souvent par tomber en marche, presque sur un malentendu.
On essaye, et d'un coup ça marche. Voilà. Ah, ça marche. Surtout, on touche plus à rien. Surtout, touchez plus à rien. Et évidemment, c'est à ce moment-là que l'un des fournisseurs de la solution, matériel ou logiciel, arrive avec le patch qu'il faut forcément passer parce que sinon on s'expose à tout un tas de risques. C'est tout de suite la fin du monde. Donc je passe le patch et patatras. Donc c'est justement pour éviter ça qu'aujourd'hui, existe sur le marché un certain nombre de solutions clés en main qui prennent le nom de converger ou d'hyperconverger quand on est sur un data center on va dire brut, hein, donc serveur, réseau, stockage prêt à l'emploi, mais avec des solutions aussi qui arrivent, solutions in-a-box, donc avec le matériel, le logiciel, prêt à l'emploi pour répondre à une problématique donnée. Hein, donc on a vraiment ces deux tendances, mon data center in-a-box, donc converger, hyper-converger, et puis ma solution dite ready, hein, donc prête à l'emploi, qui va comprendre mon système applicatif, qui va comprendre mon environnement de développement, qui va comprendre mes différents logiciels. Donc je développe plus mon data center en fait. Je vais comme au supermarché, alors c'est peut-être une analogie qui vous plaira pas, mais je vais comme au supermarché et je dis tiens bah là j'ai ce besoin précis du stockage sur telle thématique précise ou pour tel type de logiciel et hop j'imbrique ce petit data center. Tout à fait. Donc les gains sont multiples. Évidemment un time to market, c'est-à-dire un délai de mise en production bien plus rapide. Une stabilité qui est forcément bien meilleure, avec un engagement unique qui est celui du fournisseur de la solution. Et typiquement, aujourd'hui, chez Dell EMC, nous sommes l'un des grands acteurs capables de fournir cette solution clé en main pour répondre de bout en bout, avec l'engagement de celui de notre société. Et puis donc, un gain de temps, forcément une meilleure stabilité, des changements qui sont mieux maîtrisés, puisque venant d'un interlocuteur unique. Et du coup, ça permet aussi aux équipes du client de se redéployer vers d'autres sujets. On parlait tout à l'heure notamment des développements logiciels, de passer en mode DevOps. C'est clairement une très grande tendance. Alors j'étais ravi d'entendre le chiffre de la SNCF, 230 changements par an. Je vais vous donner suite Criteo, c'est 300 changements par jour. Effectivement, il y a peut-être une différence du x10 voire x100. Voilà. Je vais vous embêter un petit peu, mais du coup, je vais acheter mon data center. Mon data center correspond exactement à mes besoins. Et s'il ne correspond pas? Ou si, est-ce qu'il y a tous les besoins qui sont déjà aujourd'hui évalués en data center? Non, bien sûr que non. Et on va dire que ce qui est couvert aujourd'hui par ces solutions prêtes à l'emploi, c'est ce qui correspond aux usages les plus courants. On retombe dans les fameux 80-20. Donc on va dire 80% des besoins sont des besoins aujourd'hui qui répondent à une demande standard, à une demande standardisée, pour lesquels je vais pouvoir trouver une solution clé en main prête à l'emploi qui va me permettre d'avoir les gains que l'on évoquait tout à l'heure. Et pour les 20% restants, je vais continuer parce qu'ils sont spécifiques, ils sont parfois critiques. C'est souvent sur ces 20% restants que la valeur ajoutée ou le différenciateur de l'entreprise se trouve. C'est pas sur une solution qui est la même que tout le monde déploie. Enfin aujourd'hui, tout le monde a une messagerie, tout le monde a de la bureautique, tout le monde a un système de gestion, tout le monde a un système de procurement. La différence, elle n'est pas là. La différence, elle doit se faire. Donc c'est sur la substantifique moelle de l'entreprise que je vais pouvoir concentrer mes besoins. Donc oui, bien sûr, c'est pas, on n'est pas sur du blanc ou noir. Encore une fois, 80% des besoins aujourd'hui, on est sur on développe du 80-20. Hein. Je fais toujours attention quand j'ai Karim à côté de moi parce qu'il. Est-ce que IDC est d'accord avec le 80-20? Je valide. Il a toujours validé par IDC, des chiffres ultra précis. Mais effectivement, donc, et du coup, on reconcentre les forces de l'entreprise sur vraiment ce qui fait le différenciateur et la valeur ajoutée de l'entreprise. Alors, l'innovation, ça n'est pas que le data center. Pardon, vous vouliez réagir peut-être, Sergio, rapidement. Ou bon, ça n'est pas que le data center. Il y a d'autres innovations. Avant de parler des usages, des nouveaux usages, donc effectivement, l'innovation se traduit aussi dans les usages. Il y a des nouvelles attentes, il y a des nouvelles façons de travailler. On va parler un peu d'autres innovations avec vous, Sergio, notamment le cloud. On en a beaucoup parlé. En quoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment une innovation? J'ai l'impression qu'on en parle quand même depuis un bout de temps du cloud. On est tellement habitué qu'on ne se souvient plus que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Juste pour compléter ce qu'a dit Sébastien, je pense que le cloud est une des parties primordiales d'un paysage qui est complet et qui va en fait adresser chaque usage pour chaque type d'application de manière différente. Donc si je vais du Edge jusqu'au cloud, et pour prendre l'exemple de l'IoT, une configuration d'une infrastructure qui va supporter une application qui est très centrée sur une utilisation locale, un usage local très, très de fortes données, peut-être pas la première chose à penser. Par contre, si je vais me tourner vers le big data, sur l'analytique de prédictif, etc., il y a peut-être de solutions à trouver là-dessus. Je pense que l'important à retenir, c'est que
Les paysages, il est large, donc il va de la proximité de l'utilisateur, de l'objet connecté, jusqu'à la puissance de calcul, qu'il ce soit en data center, qu'il ce soit dans un cloud public. L'innovation, elle appelle à utiliser cette infrastructure d'une manière intelligente et adaptée à chaque cas d'usage pour effectivement rendre à l'utilisateur final, au client ou à un employé, un salarié, l'expérience que le cas d'usage mérite. Voilà. Donc ça, là, on est presque dans la personnalisation, en fait, au niveau même du salarié, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, oui. La tendance aujourd'hui, on voit dans notre vie quotidienne, c'est que on est de plus en plus traité de façon individuelle. Donc, je pense qu'une grande tendance qu'on verra dans les années qui viennent, c'est cette personnalisation au niveau de salariés au sein de chaque application. Et ça, il faut se traiter à la fois dans la complexité de calcul et de l'infrastructure de compute et de la complexité de la sécurité. Donc une personnalisation virtuelle, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon application qui n'a pas forcément été développée pour moi, mais qui a été développée pour mon métier précisément, et pas forcément pour le métier de celui qui est dans la salle d'à côté. Ouais, et c'est ça qu'on voit. Quand on voit les nombres d'applications, quand les clients disent qu'ils vont doubler les nombres de déploiements applicatifs dans les prochaines années, ça veut dire qu'il y a une fragmentation des applications. Chaque application s'adresse à un cas d'usage spécifique. Ces cas d'usage, il est adressé par un environnement applicatif et infrastructure qui va être lui aussi spécifique en s'appuyant sur les capacités de software defined, donc tout qui est de cette abstraction via le logiciel. Et donc, on va dans la personnalisation à la fois individuelle en termes de profil et gestion de l'utilisateur, mais aussi en termes de quelle application, pour quel usage spécifique. Du coup, on est encore sur un environnement de travail par utilisateur qui est partagé ou qui est défini en fonction de chaque utilisateur? On voit que la vision qui est aujourd'hui déployée sur les marchés, et notamment VMware avec Workspace ONE, c'est une vision où l'utilisateur est au centre. En fait, et quand on dit l'utilisateur au centre, c'est pas son device, c'est pas son téléphone mobile, c'est pas son poste de travail, et il est au centre en fonction de ses utilisations. Peut-être les applications qu'il va utiliser sur la route ne sont pas les mêmes applications qu'il va utiliser au bureau. Sur la route, on est toujours dans son milieu professionnel, là, pour ou personnel. Parce qu'aujourd'hui, les frontières se cassent entre les temps professionnels et les temps personnels. Et donc, les parcs applicatifs qui est à mise à disposition de l'utilisateur s'adaptent aussi. Ce que je vais accéder à partir de ma maison n'est pas forcément, même pour des questions de sécurité, n'est pas forcément ce que je vais accéder à partir de mon bureau, mais d'une manière que ce soit confortable, utilisable et transparent pour l'utilisateur. Sébastien, quel est votre point de vue un petit peu sur tout ça, sur cette personnalisation de l'environnement de travail avec une vision peut-être un petit peu plus IT, un petit peu plus infrastructure? Alors, elle est réelle, hein, j'abonde complètement dans le sens de Sergio. Elle est réelle du point de vue de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que c'est clairement une demande aujourd'hui de chacun d'entre nous que d'avoir quelque chose qui lui soit propre. Maintenant, j'ai un environnement dans le cadre de l'entreprise, j'ai un environnement en tant qu'utilisateur qui m'est propre, mais qui répond quand même aux grands standards de l'entreprise. Donc je fais mon choix de disposition de mes éléments dans mon bureau sur mon écran, mais je n'ai pas non plus le choix des différentes applications. Il y a un moment où il faut quand même se conformer aux standards qui sont les standards de l'entreprise. Ce qui est extrêmement important, et c'était une partie de la question précédente, c'est le collaboratif. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit de plus en plus des environnements qui sont mobiles, cette tendance qui nous emmène à travailler de n'importe où. Alors de n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, donc c'est super, une très grande flexibilité, des gains fantastiques pour l'entreprise, puisque du coup... C'est vrai qu'on parle de productivité, effectivement, mais alors là c'est un élément important. Je peux travailler de n'importe où, donc je suis productif. Il y a un lien de cause à effet direct ou c'est un constat qui est fait, avec plusieurs années d'expérience du coup? Alors, moi je fais le constat, nos clients font le constat, peut-être que Karim aura des chiffres à partager avec nous sur le sujet. Je vais prendre un exemple tout bête. Je pense que vous avez tous un peu souffert ce matin pour arriver jusqu'ici. On voit les aléas climatiques, les aléas des grèves, les aléas de la route, et en ce moment on cumule l'ensemble, donc je pense qu'on vit tous des grands moments de bonheur. On est rarement au bureau du coup. Voilà, donc du coup, typiquement, je suis très heureux de pouvoir avoir la flexibilité de travailler depuis la maison.
ce qui me permet soit de passer l'intégralité de ma journée à la maison, et je constate que je suis bien plus productif, parce que je ne suis pas interrompu toutes les 5 minutes pour taper la discute ou aller prendre un café. Ce lien social est nécessaire. Hein. Il faut pouvoir garder un petit peu les deux, mais il y a un vrai bénéfice pour faire un travail de fond. Personnellement, je suis bien plus efficace quand je suis à la maison, et quand je discute avec nos différents clients, ils constatent la même chose. Ça permet aussi parfois tout simplement d'adapter le temps de travail. Enfin, clairement, entre aller me jeter, entre guillemets, bêtement dans les bouchons pour arriver à 8h30 au bureau, ou prendre le temps d'aller déposer mes enfants à l'école, revenir chez moi, faire mon back-office, mes mails, traiter mes différents dossiers, et une fois que j'ai fait ça, ce qui me prend 1 heure, 2 heures, prendre la route pour faire les 80 km qui me séparent du bureau, et là, dans de très bonnes conditions, et arriver au bureau sereinement. Voilà, c'est une vraie adaptation du temps de travail. On voit d'ailleurs une adaptation des espaces de travail, de moins en moins d'open space, de plus en plus de lieux d'échange. Donc l'entreprise elle-même se repense non plus comme un lieu où on vient, on travaille, on s'en va, non plus comme une entreprise où on badgeait il y a 20 ans, mais comme un lieu de passage finalement. Ouais. Un lieu de passage où tout est fait pour maximiser, j'imagine, la collaboration quand on est présent, mais si on n'est pas là, c'est pas grave. C'est ce que je comprends. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux outils, que ce soit des outils de collaboratifs pour le partage de l'information, typiquement un Office 365 aujourd'hui, que ce soit des outils de téléconférence ou de réunion à distance comme Skype. Aujourd'hui, j'ai tous les jours de multiples réunions avec des collègues. On n'est pas tous dans la même salle, on n'est pas tous sur le même site, on est répartis ou éclatés à l'échelle du pays, du continent ou de la planète. Et on interagit avec la même efficacité, voire de manière plus efficace que si on était dans la même salle. Sergio ? En fait, je voulais abonder dans le même sens pour revenir sur la question, est-ce que c'est parce que nous avons plus de disponibilité des applications qu'on travaille plus et donc on est plus productif ? Et je pense que la réponse n'est pas dans ces sens-là, à chercher dans ces sens-là. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et c'est ça que disait Sébastien à l'instant. La question, c'est... encore une fois, c'est centré sur l'utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur a besoin à un instant précis comme accès pour qu'il puisse être le plus productif possible. Et fini avec l'histoire de chercher un fichier pendant 2 heures parce que je ne suis pas au bureau, donc les VPN passent, etc. etc. Essayer de se connecter. Il faut que l'information et l'application soient disponibles à l'utilisateur au bout du doigt, sans rigidité, au moment où il a besoin pour bien faire son travail. Dans ces cadres-là, on n'a pas besoin de faire plus, on fait mieux. Voilà. Alors, mais ça, on le voit déjà aujourd'hui. Oui, pardon, IDC, sur les chiffres et sur la productivité, vous aviez été sollicité. Je pense qu'il suffit de se remémorer la manière dont on travaillait il y a 15 ans. À la question, est-ce que le numérique est un vecteur de productivité supplémentaire? Est-ce que ça a changé notre manière de travailler? Il suffit de regarder, il y a 15 ans passés, la manière dont on travaillait. Lorsqu'on voulait travailler éventuellement à la maison ou finir un dossier, il fallait zipper ses fichiers, les copier sur un support, etc. Enfin, c'était quelque chose. Ça prenait presque autant de temps de préparer le travail à la maison que de travailler à la maison. Voilà, du coup. Exactement, c'était très compliqué. Aujourd'hui, les outils permettent de faire ça de manière très naturelle. Il y a un vecteur à la question de la personnalisation des outils, des applications, des environnements. Il y a un vecteur, je pense, qui est important, c'est que nombre de collaborateurs ont investi eux-mêmes dans des outils avant que l'entreprise leur propose des solutions. Et c'est un paradigme qui est très différent de ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans, où l'entreprise imposait des outils qui étaient à peu près les mêmes pour tout le monde, et le collaborateur, lui, s'appropriait ces outils, il n'avait pas trop le choix. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu différent, où le shadow IT, comme on l'a appelé, a été quelque chose de plutôt positif pour l'entreprise, puisque le fait que l'utilisateur utilise ses propres outils, souvent plus performants que ceux proposés par l'entreprise, ça a été quelque chose, un espèce de révélateur, une vraie prise de conscience de la part de l'entreprise pour dire on doit investir dans des solutions technologiques adaptées à l'utilisateur. Imposer en fait des outils. Voilà, puis qui n'est pas forcément la même solution pour tout le monde. Le risque, c'est que si on ne le fait pas, on va contraindre l'utilisateur en lui disant non, ça c'est interdit, je coupe les flux sur ça, etc. Il sera moins productif. Et puis, il trouvera toujours une parade, il trouvera toujours un moyen de contourner la règle. Et le résultat, c'est que ça génère de l'inefficience. Pourquoi? Parce que l'utilisateur travaillant dans un contexte qui lui est personnel, eh bien, il ne peut pas partager
c'est son environnement de données, d'informations, de contenu, avec le collaborateur à côté qui, lui, va être dans un autre environnement logiciel parce qu'il aura adopté un autre environnement logiciel. Donc, il y a un vrai besoin d'efficacité lié au fait que c'est à l'entreprise de proposer une diversité d'outils adaptés à l'utilisateur. Alors Sébastien, je vous vois acquiescer juste avant, Karim, si je comprends bien. Si l'entreprise me propose un outil, mais qu'en fait j'ai un Skype ou un WhatsApp, pour en citer deux, qui fonctionne mieux, je vais quand même aller vers ces outils que je connais mieux, et du coup, je serai un peu tout seul sur mes outils, puisque je n'utiliserai pas ceux de l'entreprise, et je ne serai pas forcément interfacé avec l'entreprise. Mettons que l'entreprise n'ait pas choisi de les intégrer, ces outils. C'est le risque que l'entreprise doit évacuer, éviter. Et pour cela, elle doit proposer justement des outils adaptés et éviter ce risque-là que d'avoir des utilisateurs qui utilisent 3, 4, 5, 10 solutions différentes parce qu'ils trouvent que ça fonctionne mieux et qu'ils se créent des petits îlots de collaborateurs qui travaillent ensemble sur un Dropbox ou sur une solution comme ça, sans que ça soit une solution d'entreprise, donc pas forcément sécurisée, qui ne respecte pas forcément les protocoles qui sont imposés par l'entreprise. Alors Sébastien, oui, effectivement, il y a cette question de... c'est un véritable casse-tête pour l'entreprise, en fait, cette émergence de différents outils de communication. Comment est-ce que... Enfin, je vous voyais beaucoup acquiescer à ce que disait Karim. Comment est-ce qu'on réintègre tout ça dans l'entreprise? Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes et pertinentes, heureusement, qui ont été dites dans votre petit dialogue. Si on regarde un peu chronologiquement, et Karim l'a évoqué, il y a eu une première phase où l'utilisateur s'est retrouvé mieux équipé avec son équipement personnel que ce qu'il y avait dans l'entreprise. Et on a appelé ça Shadow IT pour les parties plus data center ou application. On a appelé ça Bring Your Own Device en ce qui concerne le poste de l'utilisateur. Ça a été une mode à un instant T. On s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait évidemment un revers de la médaille qui, sans surprise, se situait du côté de la sécurité. Donc ça, c'est au passé, vous en parlez au passé. J'en parle au passé, puisque, et effectivement, vous l'avez très bien souligné l'un comme l'autre, et au moment où vous l'avez souligné, la discussion a changé. C'est-à-dire que vous avez souligné l'un comme l'autre que ça a été une vraie prise de conscience pour les entreprises, qu'il était nécessaire de fournir un package technologique, là on parle vraiment de l'aspect matériel, un package technologique qui soit à la hauteur, qu'on ne se retrouve plus dans ce phénomène où l'utilisateur dispose pas sur ses moyens propres de meilleures capacités que ce que lui fournit l'entreprise. Les statistiques nous abondent dans ce sens-là. Quand aujourd'hui on interroge les fameux millennials, alors je vous rappelle, la définition des millennials, ils sont nés après 1999. Donc j'en vois pas beaucoup dans la salle. Donc la définition, j'ai un fils qui est né en 99, donc je vois bien à quoi ça ressemble. Donc finalement, quand aujourd'hui on interroge les millennials sur l'impact du package logiciel et du package matériel, du package technologique qui est fourni dans le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont aller travailler, ils sont 80% à accorder une importance forte, considérable, à ce package technologique fourni par l'entreprise. Donc très clairement... Donc ça peut motiver leur envie d'aller dans une entreprise plutôt qu'une autre parce que cette entreprise est équipée. À 80%, je peux dire que ça peut motiver. Et au cas où ça ne les ait pas motivés, ils sont plus d'un sur deux à dire qu'ils quitteraient l'entreprise s'ils n'étaient pas satisfaits du package qui leur est donné. Donc finalement, une prise de conscience, et aujourd'hui on voit effectivement que les entreprises n'hésitent pas à mettre les moyens pour fournir le package technologique, matériel et logiciel. Et le deuxième phénomène, juste après que vous ayez évoqué ça, vous avez basculé dans vos exemples sur des solutions qui sont des solutions logicielles. Et effectivement, la tendance est là aujourd'hui à fournir des outils logiciels qui permettent de travailler, mais qui permettent surtout de faire le fameux travail collaboratif. Et tous les exemples que vous avez cités, que ce soit Dropbox, que ce soit WhatsApp, que ce soit Skype, sont bien des outils qui permettent ce fameux collaboratif. Donc si on regarde en séquence, j'ai équipé mes collaborateurs avec les bons outils matériels, donc un poste matériel et un environnement matériel, c'est pas que le poste de travail. Si on veut faire du collaboratif, il faut avoir un casque digne de ce nom pour faire de la téléconférence. Si je veux travailler à la maison et de manière fréquente et récurrente, il faut que j'ai le réseau qui va bien, il faut que j'ai l'imprimante qui va bien, il faut que j'ai le réseau qui va bien, etc. etc. Il faut que mon entreprise soit structurée pour que, comme disait le Sergio, je puisse aller chercher mon document à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et qu'il soit effectivement stocké quelque part. Il faut mes bons outils collaboratifs, ceux que l'on évoquait tout à l'heure. Donc il faut bien sûr que l'entreprise investisse dans ces outils.
ce qui ne va pas dispenser quelques groupes d'utilisateurs, pour des raisons X ou Y, d'utiliser une solution collaborative, on va dire, publique. L'essentiel étant de restreindre au maximum ces utilisations-là. Il ne faut pas les rejeter, ils sont très utiles. On utilise par exemple beaucoup WhatsApp quand on se déplace dans des grandes conférences avec un groupe de personnes, des personnes de l'entreprise, des partenaires, des clients. Bah voilà, on est tous d'entreprises différentes. En fait, c'est l'offre personnelle qui met tout le monde d'accord, effectivement, quand on sort de l'entreprise. Exactement. Ouais. Donc voilà, il faut là encore être capable de ménager l'utilisation de ces deux types d'outils, les outils de l'entreprise qui poussent de plus en plus vers le collaboratif et des outils grand public quand ça fait sens. Donc si je comprends bien, avant de donner la parole à Sergio, ce que vous dites, c'est que l'apport des outils qu'on peut avoir dans sa vie personnelle oblige l'entreprise du coup à se mettre au niveau. Oui. À se mettre au niveau parce que du coup, il faut pouvoir en fait être au niveau des usages des utilisateurs, mais pour autant, on n'est pas dans une confrontation avec ces outils personnels. Ces outils personnels ont quand même encore du sens dans une vie d'entreprise. Bien sûr. Il faut répondre à la demande des utilisateurs. Quand j'évoque les millennials, je ne sais pas pour vous dans la salle, mais moi, depuis longtemps, on évoque les millennials. Alors, bon, encore une fois, je vois mon fils grandir, super, et j'ai entendu l'autre jour un chiffre ça a été un vrai électrochoc pour moi. En 2020, donc après-demain, les millennials sur le marché du travail, ils seront plus nombreux que nous. Je peux dire que nous, puisque je ne vois pas beaucoup de millennials une fois de plus dans la salle. Ils seront plus nombreux que nous sur le marché du travail. Du coup, des usages à prendre en compte. Sergio, vous vouliez réagir également ? En fait, je voulais ajouter deux petites réflexions à ce qu'a dit Sébastien. La première, c'est qu'effectivement, on voit depuis quelque temps une prise en considération des grands partenaires technologiques de cette tendance qu'on appelait à un moment donné la consommérisation, du fait que l'outil personnalisé et que la variété, cet écosystème-là, il doit être pris en compte par l'entreprise. Et donc, on voit de plus en plus une tendance dans les outils de la capacité de gérer cette complexité-là et cette amplitude d'applicative. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'une société se met un ordre de marche, une DSI se met un ordre de marche pour adopter effectivement ces types d'infrastructures, ces types d'outillage, et je dirais même ces types de mentalité, on voit que c'est plutôt fédérateur. Donc l'effet qui est un peu centrifuge de Shadow IT et devient un effet d'attraction. Il y a une adhésion commune sur les technologies. Exactement. Et pour revenir au thème de la réunion, la question de millennials, si on parle productivité, un salarié qui part, qui est formé, c'est de la productivité qui est perdue, productivité économique de la société qui est perdue. Donc il faut toujours se souvenir de ça. Donc si on pense d'un point de vue de transformation digitale et de capacité à fédérer autour de ces nouveaux types de comportements et d'usages, aujourd'hui, les DSI ont le choix d'un certain nombre de types de plateformes, de technologies, d'apports technologiques comme apporte Dell Technologies, pour justement prendre le lead dans la discussion et permettre un environnement qui va dans cette collaboration et qui permet cette attraction de l'employé. Et d'ailleurs, je rajoute, c'est quelque chose qu'on a vécu en interne et vous pouvez interroger notre DSI. On a fait un déploiement Office 365 et on a vu cet effet centrifuge revenir à un effet plutôt fédérateur dans la société. Et du coup, ce qui transcrit vraiment de ce que vous dites, c'est que en fait, c'est l'entreprise qui s'adapte aux attentes de ses collaborateurs. C'est les collaborateurs qui donnent le là sur les outils qu'il faut utiliser aujourd'hui en entreprise. Bon, en fait, je pense que les utilisateurs canalisent un certain nombre d'innovations de marché grand public qu'on n'a pas forcément eu dans le marché d'entreprise, parce que le marché d'entreprise a ses propres rigidités, les cycles budgétaires, les cycles d'investissement, etc., etc. Les acteurs de grand public ont une réactivité qui est beaucoup plus importante. Il y a un certain nombre d'innovations qui ont été portées au grand public, maintenant arrivent à l'entreprise, mais maintenant, d'une manière sécurisée, maîtrisée, sur les politiques de chaque société. Sébastien, oui. Oui, les utilisateurs ont enfin le droit à la parole. Pendant des années, ils n'ont pas eu le droit à la parole et ils ont subi l'hégémonie, les décisions, le diktat, parfois selon le niveau de gravité de la DSI, ultra centralisée, très refermée sur elle-même.
Voilà, avec l'ouverture et l'époque du Shadow IT où les utilisateurs ont un petit peu pris la main sur leurs outils de travail et leur mode de travail, eh bien, il y a eu des changements profonds et aujourd'hui, on a des DSI qui sont ouvertes, des DSI, des directions, pas le directeur, l'ensemble de la direction, l'ensemble de la DSI, qui sont bien plus ouvertes aux utilisateurs et on voit d'ailleurs en termes d'éléments de mesure, de KPI, la grande majorité des DSI sont encore aujourd'hui mesurées sur le coût, les économies, mais elles sont aujourd'hui un petit peu plus de 20% avec un chiffre en forte croissance. Karim, tu me corriges si je dis une bêtise. Mais donc le chiffre augmente régulièrement des DSI qui sont également mesurés sur l'expérience utilisateur, la satisfaction des utilisateurs. Et c'est une vraie bonne chose. Ça montre finalement cet échange qui existe aujourd'hui et on prend soin des utilisateurs. C'est important. Comme le disait Sergio, aujourd'hui, perdre un collaborateur qui part dans une autre entreprise, c'est une perte de temps, c'est évidemment une perte d'argent, c'est une perte de productivité importante. Des utilisateurs qui, si je me permets, du coup, deviennent des game changers, finalement, qui changent un peu le paradigme en entreprise. C'est la fin de cette conférence. Juste une dernière question, elle me titille depuis tout à l'heure. Vous parlez beaucoup des nouvelles générations et des générations Y, des générations Z. Vous pensez réellement qu'ils utilisent mieux que vous les nouvelles technologies ? Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, mes parents, mes oncles et tantes, ça les tilte un petit peu quand même. Ils utilisent mieux que nous certaines technologies. Maintenant, une fois de plus, ils arrivent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ils ont le droit à la parole, on prend en compte leurs besoins, leurs desiderata, l'entreprise s'adapte, mais il y a un moment où il faut aussi que eux s'adaptent. C'est-à-dire que voilà, on a beaucoup évoqué les adaptations qui sont réalisées par l'entreprise pour les utilisateurs et notamment pour les plus jeunes. Ça doit être à double sens. Mais ce que je veux dire, par exemple, vous preniez l'exemple de votre fils, j'imagine que vous avez les mêmes applications et que finalement les évolutions attendues par la nouvelle génération sont les évolutions attendues par des générations plus anciennes, si je peux me permettre, qui ont le même niveau de maturité aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Sergio, peut-être vous voulez réagir ou Sébastien ? En fait, je pense que c'est un peu naturel. Il y a cette génération-là, ils sont nés. En 1999, Netscape était encore là. Il était déjà là. Donc, c'est naturel qu'ils, d'un point de vue usage immédiat, ces générations soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives, parce qu'ils sont quelque part dans leur élément. Après, je pense qu'il y a une question et c'est peut-être même un débat générationnel à chaque génération de nouvelles technologies, c'est la question de recul. C'est pas parce qu'on utilise bien et on est super agile sur l'utilisation de la technologie qui est disponible qu'on utilise de la meilleure façon, de la façon la plus efficace, la façon la plus sécure, la plus productive, pour la société. Et je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, cette naturalité des générations qui vont arriver au marché du travail vont apporter à l'utilisation, à la collaboration de nouveaux usages, de nouvelles technologies, avec ces reculs de 50 ans de marché informatique sur tous ces aspects de productivité business. Sébastien, il nous reste 5 secondes. Est-ce que vous voulez conclure du coup sur cette question transgénérationnelle ? Allez, concluons sur cette notion transgénérationnelle. Oui, on le voit notamment aujourd'hui on évoquait le DevOps tout à l'heure, on évoquait cette mutation des entreprises vers des développements logiciels de plus en plus importants. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est les plus jeunes générations qui ont les clés. C'est eux qui détiennent le savoir et la connaissance sur ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de travail qui permettent le changement et le passage au DevOps. C'est rarissime d'avoir une nouvelle génération qui ait autant de pouvoir dans les mains. Ils le savent. Ils le savent parce qu'on leur a beaucoup dit. Donc du coup, ils ont effectivement un niveau d'exigence. Quant à leurs conditions, ils ont ce pouvoir dans les mains et ils en ont pleinement conscience. Et les entreprises ont aussi le droit d'avoir des exigences vis-à-vis de cette nouvelle génération. Merci beaucoup donc Sébastien Verger, Sergio Werner et Karim Baloul. Merci à vous.